Bienvenue à ce Bonjour. webinaire. Bonjour, ce webinaire du jour est co-organisé et co-animé par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers et par l'AGFIP de Normandie. Et il est dédié à l'orientation inclusive avec comme sous-titre Agir à tous les niveaux du parcours. Et donc, il devrait nous permettre, il devrait vous permettre de découvrir, de mieux connaître, puisque vous les connaissez probablement déjà, les acteurs et les dispositifs qui agissent tout au long du processus d'orientation en Normandie, depuis le choix de la formation jusqu'à l'insertion en emploi, en passant par la non moins importante information sur les métiers. Et avant de vous présenter tous les contributeurs de ce webinaire, eh bien, nous voulions laisser un mot d'introduction au directeur de l'Agence de l'orientation, Denis Le Boucher. Bonjour Denis. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon, Oui, Alexandra? tout à fait. Ok. Parfaitement. Bon, merci Alexandra, merci Maria et Diana pour l'organisation, parce que le Cariforef n'a pas été cité, donc j'en profite pour le citer dans l'aventure. Moi, c'est un vrai plaisir de vous accueillir ce matin et de lancer ce webinaire, sachant que je vais faire une petite incartade. Vous allez dire, mais pourquoi il nous raconte ça? Là, je file vers Marseille juste après le webinaire. Alors vous avez dit il a de la chance, mais j'y vais particulièrement parce que on a plus de 60 jeunes Normands qui vont concourir au WorldSkill Olympiade des métiers à partir d'aujourd'hui. La compétition est lancée ce jour jusqu'à samedi midi. Et vous allez vous dire, mais pourquoi il nous raconte ça? Mais parce que c'est la première fois que des adultes ou des jeunes bénéficiaires ah, il y a un petit, il y a quelqu'un qui a. Tu peux réactiver ton micro, Denis. Je réactive le micro. Alors Ouais, ouais, ouais. je sais pas où je vous ai abandonné. Donc tout ça. Non, pour vous dire que donc à Marseille, c'est la première fois que les personnes reconnues travailleurs handicapés, essentiellement des jeunes, vont participer en termes d'inclusion aux mêmes épreuves que les personnes valides, traditionnelles des épreuves WorldSkills, parce que jusque-là, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce mouvement WorldSkill, il y avait deux mouvements. Il y avait le mouvement WorldSkill et le mouvement Abilympique, qui était réservé aux personnes reconnues travailleurs handicapés, jeunes et adultes. Et pour la première fois, les deux populations, les deux publics sont réunis sur des mêmes épreuves. Et vous voyez, par exemple, dans l'équipe normande, sur nos 60 et quelques jeunes qui participent aux épreuves, il y a 52 métiers en compétition dans tous les domaines. Eh bien, on aura une jeune fille de la Manche, Natacha, qui va concourir en tant que personne reconnue travailleur handicapé aux mêmes épreuves que les autres. Alors évidemment, c'est des épreuves aménagées. Évidemment, elle a bénéficié d'un accompagnement particulier parce qu'on a eu l'occasion de faire ce qu'on appelle, nous, des PPM, des préparations physiques et mentales, où on a réuni sur plusieurs week-ends les jeunes de l'équipe de Normandie, dans tous les domaines, dans tous les métiers. Et donc cette jeune a fait l'objet, elle a été, je dirais, elle a vécu avec le groupe et elle a bénéficié d'un tutorat particulier. Voilà, mais je voulais vous le souligner parce que je trouve que ça introduit bien le séminaire. Donc ça, c'est ce qui va se passer à Marseille avec ce mouvement Abilympique qui intègre dorénavant la même compétition que WorldSkill. Et voilà, donc plus globalement, par rapport à l'activité de l'agence, s'agissant de l'inclusion, je vous rappelle qu'on est dans un moment où on active le nouveau CPRDFOP. Alors, il n'est plus tout à fait nouveau. Alors, CPRDFOP, pour les personnes qui sont peut-être pas férues du SIG, parce que c'est un peu barbare, le contrat de plan régional au développement des formations et de l'orientation professionnelle, c'est le document cadre qui va faire qu'entre 2024 et 2028, les acteurs de l'EFOP, globalement, vont se retrouver sur des stratégies politiques communes entre l'État, la région et les partenaires sociaux. Donc voilà, donc dans ce CPRDFOP, pour en venir au sujet qui est le vôtre aujourd'hui et qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de souligner quelques actions qui ont été, je dirais, notifiées particulièrement pour les personnes en situation de handicap en Normandie, avec un volet formation. Alors, je ne vais pas vous lire le CPRDFOP, n'ayez crainte. Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même deux axes importants. C'est le fait d'élargir
la connaissance et le choix des formations pour tous, dont avec une intention particulière pour les personnes en situation de handicap. Et un deuxième volet, c'est aussi le volet des métiers de demain, notamment tout ce qui tourne autour du numérique, autour des outils qui permettent de mieux faire connaître, je dirais, ce potentiel avec, je vais pas rentrer dans le détail puisque c'est l'objet du webinaire, donc voilà, mais donc il y a dans ce CPRDFOP, hein, si vous souhaitez le consulter, il y a bien ces volets-là sur, je dirais, ces publics spécifiques qui font l'objet d'une attention particulière. Alors, s'agissant de l'agence de l'orientation, on n'a pas on n'a pas un département, on n'a pas je dirais, des personnes dédiées aux personnes en situation de handicap, parce que le choix stratégique qu'on avait fait, qu'on a fait, c'est de dire que bah, vous êtes là, vous les spécialistes entre guillemets du handicap et du suivi et de l'accompagnement, et qu'on souhaitait pas nous je dirais forcément créer un service dédié à ça, puisque vous êtes tous en place pour ça, mais que plutôt nos outils, lorsqu'on les crée, devaient avoir une intention particulière pour que ce s'agisse de nos événements, qu'il s'agisse de nos supports, de nos publications, de nos outils comme des escape games, etc., d'avoir une attention particulière pour ce public-là. Alors, avec une petite réserve, enfin, c'est pas une réserve, une petite précision, c'est que, mais ça, Alexandra vous le présentera ce matin, Oui. on a eu l'occasion avec la GFIP, dans le cadre de notre partenariat, de sortir un guide que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle des parcours inspirants, et qui mettait en exergue à la fois des jeunes, à la fois des adultes qui avaient réussi leur évolution, leur reconversion professionnelle dans le cadre d'une situation de handicap, mais vous y reviendrez ce matin. Donc, pour finir mon propos et vous dire, c'est que on est aussi au travail dans le cadre de ce CPRDFOP pour la rénovation. Alors, rénovation, c'est un bien grand mot, pour une évolution du service public régional de l'orientation, c'est-à-dire comment entre nous, les acteurs de l'orientation, on a le souci de se professionnaliser, le souci de faire de l'interconnaissance interréseau. Ça, c'est vraiment ce qui nous motive au tir du SPRO. Le webinaire, par exemple, en est une déclinaison aujourd'hui, hein, et une réponse de l'offre de service. Donc voilà, donc on est au travail aussi là-dessus. On aura évidemment, dans le cadre de cette évolution du SPRO prévu au CPRDFOP, un attachement particulier pour les publics en situation de handicap et particulièrement sur l'inclusion. Voilà, Alexandra, ce que je voulais vous dire ce matin pour vous accueillir et lancer ce webinaire. Merci beaucoup, Denis. Et bon Voilà, World Skills. Force à merci. la Normandie. Voilà, avec plein de médailles normandes, on l'espère, à la clé. Tout À à très fait. bientôt. Merci Merci à vous. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Alors, pour nous accompagner dans ce webinaire, on a un riche panel de professionnels. Je commence à vous accueillir. Bonjour Maria. Alors, il faut que tu Bonjour réactives. Ouais, c'est Alexandra. ça. Bonjour. On a avec nous Diana Lorente du CARIF. Bonjour Diana. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. On a avec nous Antisup Normandie. Bonjour INSAF. Bonjour, Et INSAF, tu es accompagnée ce matin. exactement, je suis accompagnée de Raphaël Bonjour. Bonjour qui Raphaël. va, Donc, euh, oui. qui va témoigner avec Mm. moi. Merci beaucoup. Avec nous, Pascal Lobréo. Oui, bonjour. Alors, Katia, je crois, n'est pas là, hein. Maria, tu me confirmes? Je crois que Katia a pu se connecter Ah, finalement. super. Bonjour, Euh, Katia, si tu nous entends. J'espère qu'elle a réussi. Sinon, elle nous rejoindra peut-être Oui, elle tout va à nous l'heure. rejoindre. Ouais. Ouais. Bonjour, Christelle Livorel. Bonjour. Nous avons avec nous l'ONICEP. Bonjour. Alors, Morgane et peut-être Fabienne aussi avec toi aujourd'hui. Oui, Fabienne est peut-être en communication, mais on est là toutes les deux avec vous aujourd'hui. Bonjour. Nous avons également le FIP-HFP. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Bonjour, Karen. Bonjour à tous. Donc oui, j'aurai l'occasion de revenir sur le FIP et le rôle du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique lors de cette conférence. Donc je vous en dirai plus tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous aurons un témoignage de Dylan Loquet. Bonjour, Dylan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous avons également avec nous Sandrine Martin. Bonjour, Sandrine. Bonjour à tous et à toutes.
et moi-même qui suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation et des métiers. Alors sans plus tarder, je vais passer la main tout simplement à Maria qui va nous faire un panorama. Alors Maria, c'est un défi, hein, un panorama de l'orientation inclusive en quelques minutes. Je te laisse la main. Bonjour à tous, Marianne Aigrouche, donc je suis chargée d'études et de développement au sein de l'AGFIP Normandie et je coordonne la ressource handicap formation qui est un service AGFIP porté par deux acteurs normands qu'on vous présentera plus en détail un peu plus tard. Pour commencer ce webinaire, je souhaiterais vous proposer un petit atelier brise-glace pour tester un peu vos connaissances et surtout briser quelques clichés. Donc, je vais vous demander de vous connecter à Bicast. Donc, c'est très simple. Je vous note dans le chat BEEKAST. C'est un site web sur lequel vous allez pouvoir accéder à la première activité de ce webinaire. Donc, vous pouvez lancer dans Google Bicast et je vais vous donner un petit code à 6 chiffres qui va vous permettre d'y accéder. Donc, je vous le note tout de suite dans le chat. C'est le 33 80 32. Et puis, je vais pouvoir vous partager mon écran lorsque vous serez connecté. Dites-moi si vous avez des difficultés, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous allez sur Ça marche bien. MyBicast. C'est bon? Parfait. Voilà, pas besoin de créer de compte ni rien, c'est très simple, c'est très rapide. Je sais qu'on a une grosse majorité de référents handicap de structures de formation aujourd'hui et que vous êtes plus ou moins habitués à utiliser cet outil, donc voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc vous allez sur my.bicast.com, comme noté dans le chat, et vous avez un petit code 33 80 32. Et je vais pouvoir vous partager mon écran et on va pouvoir démarrer l'activité. Alors pour l'instant, oui, 27 participants, je vois que ça arrive au fur et à mesure. Donc vous allez voir, même si vous n'êtes pas encore totalement familiarisé avec le sujet, ça va nous permettre de comprendre ce qu'est une orientation inclusive grâce à des chiffres clés, des notions clés. Ça va nous permettre déjà d'introduire un peu le sujet d'aujourd'hui. Ok, très bien. Donc, je vais faire mon partage. Alors, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Et on a donc une première question. D'après vous, combien de personnes en France avaient une RQTH en 2023? Donc cette première question va nous permettre déjà de comprendre de quoi on parle en termes de chiffres. Donc je vois qu'il y en a qui répondent 2,2 millions, 3,1, 4,5. Ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'on voit les réponses s'afficher en temps réel. On va faire comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran en plein écran? Oui? Oui. Ok. Vous voyez que la question, d'après vous, combien de personnes en France? Ok, Oui. parfait. Donc, je vois qu'on a une grosse majorité de personnes, donc 12 réponses pour 3,1 millions, 5 réponses, 4,5 millions. Est-ce que tout le monde a répondu? C'est bon pour vous? Alors, vous avez bien répondu. C'est bien 3,1 millions de personnes en situation de handicap en 2023 qui étaient porteuses d'une RQTH. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez réagir aux chiffres qu'on va voir ensemble au fur et à mesure. Et donc, pour vous donner quelques petits éléments de réponse, en 2023, avec près de 3,1 millions de personnes ayant une reconnaissance administrative du handicap, la population de personnes en situation de handicap progresse de 5%. Et donc, elle représente 7,5% de l'ensemble de la population d'âge actif, contre 7,1% un an auparavant. Donc, ce sont des chiffres qui progressent. C'est dû aussi en partie au travail de sensibilisation qui est mené par vous tous, par les différents acteurs de l'inclusion, du handicap, de l'accompagnement, et qui pousse les personnes aussi à faire la demande de RQTH. Le taux de chômage, quant à lui, est de 12%, soit un niveau stable par rapport à l'année 2022. Voilà, donc je voulais quand même introduire le sujet avec ces petits chiffres clés. On va pouvoir poursuivre avec la question suivante, qui concerne l'apprentissage. Donc on fait juste un petit zoom sur l'apprentissage. D'après vous, toujours en 2023,
Combien de contrats d'apprentissage ont été signés par des travailleurs en situation de handicap? Donc, vous avez 4 propositions. La réponse avait le même chiffre en fait dans tout le... Donc pour brouiller les pistes, j'ai mis la même chose à peu près partout. Ok. Je vois que vous êtes beaucoup à répondre 12 222. Est-ce que tout le monde a répondu? On est tous d'accord? 12 222? Ok. On va regarder la réponse. Et c'était 14 444 contrats d'apprentissage signés par des personnes en situation de handicap en 2023. Donc voilà pour ce petit chiffre clé. Et ce sont des chiffres, donc pour vous donner la source, ça vient de d'ARES. Et je vous transmettrai bien sûr le document complet juste après notre webinaire. Alors, on va poursuivre avec, d'après vous, puisque vous savez qu'en 2025, on a fêté les 20 ans de la loi handicap de 2005. Donc, d'après vous, en 20 ans, de 2005 à 2025, combien de personnes en situation de handicap sont entrées en formation avec l'appui de l'AGFIP ou du FIP? Petit rappel, AGFIP, secteur privé, FIP, secteur public. On verra ça en détail tout à l'heure. Mais d'après vous, combien d'entrées en formation avec l'appui de l'AGFIP et du FIP en 20 ans? On est quand même sur des chiffres très importants, quelle que soit la réponse. Alors, donc c'est partagé. Ça se joue entre 700 000 et 900 000. Est-ce que tout le monde a répondu? On va regarder la réponse. 900 000 entrées en formation avec l'appui de l'AGFIP ou du FIP, soit presque 1 million quand même. Donc voilà, beaucoup d'accompagnement par ces deux structures en 20 ans. Maintenant, je vais vous demander, donc on va faire un nuage de mots. Un nuage de mots, petit atelier interactif pour tester aussi vos représentations sur le sujet. Le terme accessibilité, c'est un terme dont on entend beaucoup parler et je voudrais savoir quelle était votre vision de ce mot-là. Quand je vous dis accessibilité, à quoi ça vous fait penser? Donc vous pouvez écrire cette fois votre réponse. Ça peut être un mot, un groupe de mots, une expression. C'est vous qui choisissez. Et comme vous le voyez, nous avons les réponses qui arrivent au fur et à mesure que vous les écrivez. Très bien. Inclusion, s'adapter, inclusiversel. Waouh, c'est la première fois que j'entends ce mot. Est-ce que la personne qui a écrit inclusiversel veut bien prendre la parole et nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Ou ce qu'elle a voulu dire par là? C'est un mot qui n'existe pas en tout cas. D'accord. C'est lorsque l'accessibilité devient universelle et donc elle profite à toutes, à tous, y compris les personnes dites valides et les personnes qui ne portent pas le handicap dont elles vont euh, s'adapter. Merci Dylan. Et donc, si c'est un mot qui n'existe pas, c'est un mot que tu as construit, c'est ça? Je crois qu'il est sorti par mon manager un jour lors d'une réunion et j'ai décidé de le garder, je le trouve très beau. Ah bah, je le trouve aussi très beau. Il devrait exister d'ailleurs. Merci beaucoup. On va militer. Merci Maria. Voilà. Accessibilité numérique, RHF. Donc la RHF, on en parlera juste après, justement. Ouverture, égalité. N'hésitez pas, vous pouvez répondre plusieurs fois, hein. Ça va nous faire après un beau brainstorming de toutes vos idées. Donc n'hésitez pas à répondre autant de fois que possible, puisque j'imagine que vous avez plus d'une idée sur le sujet. Égalité des chances, tolérance, universalité, aménagement, équité, accessibilité du bâti, PMR, personnes à mobilité réduite, pour toutes et tous, volonté. Je vous laisse encore quelques secondes et puis ensuite on va passer à la suite.
Donc n'hésitez pas à noter vos idées. Intelligence collective, facilitation de parcours, organisation, chemin, tolérance, financement. Accessibilité et financement. Ok. Bon, je vais arrêter le nuage de mots, mais vous avez toutes et tous répondu. On a vraiment un panorama très varié et très représentatif de ce que peut vouloir dire le mot accessibilité. C'est une notion qu'on va définir dans quelques minutes avec l'intervention de la RHF. Est-ce que je peux arrêter? C'est bon? Je vois que vous continuez à écrire. Allez, hop. Donc ça nous fait un beau nuage de mots qui représente en fait votre représentation, vous, en tant que participant à ce webinaire, sur le sujet de l'accessibilité. Et ce sont des représentations qu'on pourra étudier par la suite. Alors, on va passer maintenant à une petite présentation. Merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu. Une petite présentation de l'AGFIP, puisque, comme je vous l'ai dit, je travaille à l'AGFIP. Donc, juste pour vous donner quelques petites données clés, l'AGFIP en quelques chiffres. Donc, notre mission, nous sommes une association loi 1901, pour rappel, et une des structures principales de référence dans le secteur du handicap. Donc l'AGFIP en quelques chiffres. Notre mission, c'est de développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc nous œuvrons au quotidien pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap auprès des entreprises, auprès des structures de formation et en appui aussi aux personnes en situation de handicap dans certains cas. Comment nous faisons pour avoir accès à ces fonds? Donc ces fonds sont alimentés par les contributions des entreprises privées de 20 salariés et plus qui n'atteignent pas le taux d'emploi légal de 6% de travailleurs handicapés, puisque vous savez que les entreprises sont tenues d'avoir dans leurs effectifs un minimum de 6% de personnes en situation de handicap. Si ce n'est pas le cas, elles doivent reverser une contribution annuelle et c'est en partie ces fonds-là que nous redistribuons en fait sous forme d'aide aux personnes en situation de handicap. Pour le secteur public, on ne s'adresse pas à l'AGFIP, on s'adresse au FIPHFP, qui interviendra tout à l'heure et qui pourra vous parler de son offre de services. Nos moyens d'action, quels sont-ils? Nous avons des services et des aides financières destinées aux employeurs et aux personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. Pour vous donner un petit ordre d'idée, nous avons plus de 400 collaborateurs répartis dans toute la France, un site emploi spécialisé handicap, 12 services à destination des entreprises et des personnes, 16 aides financières, 14 délégations régionales. Donc dans toutes les régions de France, on a une délégation AGFIP et un site internet qui correspond aux normes d'accessibilité. Je vous enverrai bien sûr toutes ces informations à la suite de notre webinaire pour que vous puissiez y avoir accès. Donc j'espère que vous comprenez un peu mieux ce qu'est l'AGFIP et nous vous accompagnons tout au long du parcours. Donc on va bien sûr vous accompagner dans la période de recherche d'emploi, d'entrée en formation, en amont de la formation, en entreprise, les passages d'examen, l'insertion professionnelle, et donc c'est un panorama très large qui va couvrir aussi la reconversion professionnelle, la création d'entreprise, la réorientation, etc., etc. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu notre rôle, et je vais juste terminer mon intervention en vous présentant rapidement la ressource handicap formation que je coordonne pour la région normande. C'est un service AGFIP qui est composé de 4 volets. Les 2 premiers volets que vous voyez donc en violet et en vert, l'accessibilité de la formation et la compensation du handicap, sont portés par le JPALFEP. Le JPALFEP qui interviendra tout à l'heure et qui pourra entrer plus dans le détail, mais je voulais quand même vous expliquer que le volet accessibilité et que le volet compensation sont portés par le JPALFEP. Vous avez en partie répondu à la question de ce qu'était l'accessibilité. On développera un petit peu ce qu'est la compensation, en quoi ça consiste. Et nous avons les 2 autres volets, l'animation de réseau et la professionnalisation des référents handicap. Donc, un réseau, parmi nos participants, on a quand même beaucoup de référents handicap qui ont déjà rejoint le réseau. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vivement à le faire. Nous avons le Carrefour F qui interviendra juste après, qui vous expliquera en quoi ça consiste, comment faire pour rejoindre ce réseau, etc. Et qui vous donne les outils dont vous avez besoin. Donc ça s'adresse bien sûr aux référents handicap des structures de formation. Et le volet professionnalisation des référents handicap, des formations professionnalisantes
en fonction des besoins, qui sont courtes pour s'adapter aussi à vos disponibilités, sous différents formats, etc. Et ça sera détaillé un petit peu plus tard. Mais voilà un petit résumé de ce qu'est la ressource handicap formation, service AGFIP, qui appuie les structures de formation normandes sur différents volets, accessibilité, compensation, intégration du réseau des référents handicap et professionnalisation des acteurs de la formation. Donc voilà pour moi, ce sera tout de mon côté et je vais passer la parole à notre prochain intervenant. Merci Merci beaucoup. Maria. C'est Diana, je pense, qui va nous présenter les activités du Cariforef sur ce volet. Bonjour Diana. Bonjour à tous et à toutes. Oui, en effet, donc moi, c'est Diana Lorente, je suis responsable de la professionnalisation et l'animation au Carrefour de Normandie et moi-même, je suis référente handicap également sur le site de Rouen, parce que nous, on est basé, enfin, on a 2 sites à Rouen et à Hérouville-Saint-Clair et je veux présenter en quoi ça consiste, en fait, une mission, donc en tant que porteur justement de ces ressources. Donc, on a en fait un programme de professionnalisation. Je vais me permettre de partager mon écran, Alexandra. Oui, je t'en prie. Oui, merci, c'est gentil. Donc, en effet, on a un catalogue de professionnalisation qui s'adresse à tous les professionnels de l'emploi, la formation, l'insertion et l'orientation. Et notamment, on a une axe spécifique sur l'handicap, donc la prise en compte de l'handicap, dans lesquels on a une action socle qui est destinée à des référents handicap qui travaillent dans des OF, dans des CFA ou dans des instituts de santé et sociale. On a également des actions plus ciblé sur des différentes typologies d'handicap, notamment les troubles 10. On a aussi un handicap, enfin handicap psychique ou intellectuel, et aussi une action sur les aménagements et adaptations pédagogiques. Donc, vraiment, il y a un lien avec justement l'inclusion. Bon, toute l'axe, mais en tout cas sur les aménagements, c'est une action qui est aussi très demandée. Et pour compléter cet axe sur les différentes typologies d'handicap, on a une action sur la métacognition et rémédiation de troubles des apprentissages. Donc ça, c'est toutes nos actions de formation qui composent les volets handicap. Comme je vous ai dit, cette action socle est à destination de référents handicap. Et nous, on anime une communauté numérique qui s'appelle Réseau de référents handicap, dans lesquels vous allez retrouver plein de ressources, des webinaires, des actualités en lien avec l'handicap. Donc pour cela, il suffit de vous inscrire à la communauté numérique. Je vais vous donner les liens d'inscription si vous souhaitez pour en savoir plus sur cette communauté qui est animée par ma collègue, c'est une animatrice qui s'appelle Guylaine Le Torneur. Donc elle, celle qui anime cet espace. Mais bien évidemment, je suis là si vous avez d'autres questions concernant ce qui propose les Cariforef sur ce volet. Merci beaucoup, Diana. Oui, n'hésitez pas à mettre vos questions soit dans le chat, soit à lever la main pour intervenir hein, à tout moment. L'objectif, c'est pas de faire de l'info descendante, hein, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes les questions qui vont vous aider pour aiguiller les gens que vous accompagnez. Donc là, on va rentrer dans le volet éclairer les choix de formation. Et donc, la première intervenante, c'est Pascal Laubréau, qui va nous parler effectivement de la ressource handicap formation en Normandie. Pascal, est-ce que vous voulez que je diffuse des slides ou vous prenez la main? On va reprendre la slide de Maria sur le D'accord. camembert avec les Maria, je te différents laisse volets. partager alors. Voilà, ça me semble être plus parlant. Après, voilà, je ne vais pas non plus m'apesantir trop sur certaines choses. Maria, donc, elle vous a Je vais présenté, donc, repartager, ouais. ouais, quand elle vous a donc partagé la ressource handicap formation, donc, nous sommes bien effectivement, nous, en tant que JPALFEP, hein, sur 2 volets qui sont la compensation et l'accessibilité. Alors, le volet compensation, donc c'est le petit volet vert. Alors, c'est écrit petit un petit peu peut-être pour vous, donc voilà, mais vous expliquer un petit peu que ce volet-là donc s'adresse à des personnes en situation de handicap hein, qui sont demandeurs d'emploi, stagiaires de la formation professionnelle ou alternants, qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi
et pour lesquels il y a besoin de sécuriser le parcours de formation en lien donc avec les troubles, les pathologies, etc. Euh, L'objectif de ce volet compensation, c'est d'accompagner principalement le référent handicap, hein, dans sa mission pour mieux prendre en compte justement ces situations et faire en sorte que l'apprenant se sente bien tout au long de son parcours. On parle de compensation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compensation? Ça peut être donc, alors, il y a une analyse des besoins qui est faite et une réflexion sur des préconisations. Donc, les compensations qui peuvent être proposées peuvent tourner autour du volet, enfin, de tout ce qui est technique. Ça peut être du matériel ergonomique, ce genre de choses. Donc, tout ça est étudié en fonction des besoins de la personne, de son parcours de formation, de son projet, etc. On peut envisager de la compensation organisationnelle parce que pour certaines personnes, effectuer une formation à temps complet sur un certain nombre de semaines, voire de mois, c'est très compliqué. Donc, quelle est la réflexion qu'on peut mener pour justement leur permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions? On peut être sur de la compensation humaine. Alors, pour les personnes sourdes, qui ont besoin d'une interface de communication, par exemple, mais il peut y avoir d'autres choses. On peut être également sur de la compensation pédagogique pour des bénéficiaires, des apprenants qui ont des troubles du neurodéveloppement, des troubles cognitifs pour lesquels il faut adapter le programme, les documents, hein. Donc voilà, on est vraiment dans l'accompagnement du référent handicap, hein, pour permettre à l'apprenant d'être le plus disponible pour sa formation et d'avoir les mêmes chances que des personnes qui ne sont pas en situation de handicap de poursuivre. Donc ça, c'est le volet compensation. On peut être interpellé sur ce volet-là. Ça, c'est important aussi de le préciser, donc par le référent handicap, mais également par l'apprenant. Ça peut être la famille, ça peut être un éducateur, ça peut être un référent de parcours, bien sûr, un OPCO, enfin voilà. Toute personne, voilà, qui connaît ou qui sait que voilà, la personne va rentrer en formation, donc peut nous demander effectivement d'intervenir. Pour ce qui est du volet accessibilité, là, on est vraiment plutôt sur un accompagnement de la structure de formation. Mais l'accessibilité, ça c'est important pour la structure de formation, de déployer justement son accessibilité, de réfléchir à sa démarche pour justement se permettre de mieux accueillir et de mieux prendre en compte les situations de handicap. Et pour cela, on propose une plateforme digitalisée que certains parmi vous connaissent déjà, qui permet d'organiser justement sa démarche de progrès en répondant à un autopositionnement, en identifiant des axes de progrès par année et qui génère également donc des documents qui peuvent être à destination des partenaires, des financeurs, des certificateurs Calliope. Donc voilà, on est vraiment là sur une réflexion globale de l'organisme de formation sur sa démarche d'accessibilité, sur sa démarche de progrès. Voilà un petit peu ce qu'on propose dans le cadre des deux volets de la RHF, compensation et accessibilité. Voilà, je ne sais pas si Merci vous avez beaucoup. des questions, sinon, voilà, on sera Maria, toujours à même de répondre. Maria voulait compléter, je crois. Maria, je me permets, il y a une petite fenêtre qui gêne, en fait, on ne voyait pas plein écran. Donc, je pense qu'on n'a pas vu le Ah, schéma ok. en entier. Voilà, c'est pas grave. Ah Vous là là. aurez tous le Ok, support, hein, mais je me permets. pas de souci. Je t'en prie. Non, c'était juste pour rappeler que ce webinaire n'est pas exhaustif, que nous avons une sorte de grand tour de table avec différents acteurs et différents témoins de cet accompagnement, mais qu'il y a plein de sujets qu'on ne pourra pas traiter parce que sinon il nous faudrait une journée entière. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. On essaiera d'être le plus complet possible dans les documents et les ressources qu'on vous enverra à la suite. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Pour continuer sur ce volet accompagnement dans la formation, on a la chance d'avoir avec nous Andy Sup. Donc INSAF et Raphaël, je vous laisse nous expliquer un petit peu à la fois ce que fait Andy Sup et puis l'expérience peut-être de Raphaël également d'accompagnement. Merci. Bonjour à tous. Alors l'association DISUP, c'est une association qui va accompagner les jeunes du lycée jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc qui dit insertion professionnelle dit employeur. Donc on va aussi accompagner les jeunes pour avoir des stages, des journées de découverte métier, un contrat d'apprentissage par exemple. Voilà, donc là il y a la slide. Et justement, on organise à l'année 2 forums qui vont permettre aux jeunes de rencontrer les employeurs. Ensuite, on a 3 projets innovants. Donc, le projet international où on va accompagner des jeunes dans leur projet de stage à l'étranger ou de formation à l'étranger. On va faire un mini séjour juste avant pour voir si les aménagements sont bien adaptés aux jeunes, s'il n'y a pas de problème pour le logement, par exemple, pour le trajet entre le logement et le lieu d'études. Ensuite, on a le projet Dracaja, où on accompagne des jeunes atteints de cancer. Souvent, l'hôpital à la maison se termine à l'âge de 16 ans, donc il n'y a plus rien derrière. Et nous, on va être là pour accompagner ces jeunes dans leur orientation et dans leurs études. Le projet autisme, c'est la sensibilisation des employeurs par rapport à l'autisme. On a un guide Simon qu'on déploie à plusieurs entreprises ou plusieurs employeurs dans l'objectif de les sensibiliser. On accompagne tout type de handicap, du moment que c'est un handicap qui permet aux jeunes de poursuivre des études. Voilà. Du coup, je laisse la parole à Raphaël qui va témoigner de son accompagnement. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Alors personnellement, avant de connaître Handisup et donc les différents conseillers qui m'ont accompagné, notamment INSAF, j'ai fait des études dans le domaine de la littérature, donc un bac sériel, et ensuite en fac de lettres, ici à l'université de Rouen. Au bout de la deuxième année, je me suis rendu compte que c'était pas un truc que j'appréciais totalement et c'est pas quelque chose que je me voyais faire à très 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 long terme. À peu près à ce moment-là, j'ai rencontré Handisup qui faisait, il me semble, un petit atelier dans la maison de l'université de Rouen pour rencontrer les différentes personnes en situation de handicap. J'y suis allé par curiosité. Et de fil en aiguille, et au fur et à mesure des rencontres avec l'équipe Handisup, etc., ils ont pu, m'aider à m'orienter vers, un domaine qui m'intéressait le plus. Donc, je suis passé des lettres à l'informatique. Conseil sur la démarche à suivre, sur les différentes formations disponibles, etc. Les forums, comme INSAF disait il y a quelques minutes, ont été une sacrée opportunité de mon point de vue. Ça m'a permis de décrocher une alternance dans le domaine informatique au sein d'une entreprise qui a l'habitude d'accueillir des personnes en situation de handicap, notamment la clinique Saint-Hilaire où je travaille en tant qu'alternant, mais encore à l'heure actuelle. Ça m'a permis aussi de suivre un parcours qui fait sens pour moi, donc m'épanouir dans ce que je fais. Et on va dire, ça a retiré, on va dire, un certain point de mes épaules pour l'avenir, en me disant, je sais ce que je veux, je sais d'où je pars, je sais vers où je vais, et à peu près le point d'arrivée que je cherche. Handisup a été très, bien dans la mission d'accompagnement, de réorientation, d'aide au choix de secteur, enfin, choix de secteur, non, de choix de secteur et d'aide à trouver une entreprise qui est qui est totalement ouverte et adaptée pour accueillir des personnes en situation de handicap. Et INSAF me posait la question la dernière fois qu'on s'est vu. Je témoigne aujourd'hui, mais l'intérêt derrière mon témoignage et en y réfléchissant au vu de la réunion, ce que nous faisons aujourd'hui, un
quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant, c'est que j'ai beau m'être trompé dans mon choix de cursus, ça m'a pas empêché, ça m'a pas fermé totalement des portes. Au contraire, ça m'a permis d'en ouvrir d'autres. Ça m'a permis d'accepter le fait de prendre de l'aide extérieure, comme Handisup. J'ai eu justement des entretiens en parallèle ou peu de temps avant avec la GFIP qui a essayé de m'aider aussi de ce point de vue-là. Ça m'a permis de savoir accepter l'aide extérieure, de pouvoir me tromper, de pouvoir me rendre compte que mes erreurs, enfin, les choses que j'estimais comme étant des erreurs n'étaient pas vraiment des erreurs. Et au final, actuellement, bah, je suis beaucoup plus serein que quand INSAF m'a récupéré, on va dire, où j'étais vraiment une boule de stress où je venais à la fac avec la crainte de ne pas savoir vraiment ce que je voulais faire. Et ensuite m'a permis de me remettre, pas me remettre sur les rails, mais de me rendre compte que la voie que je prenais n'était pas la bonne et qu'il y avait malgré tout une possibilité pour moi d'atteindre quelque chose que j'appréciais depuis longue date et de me donner les armes, on va dire, pour y atteindre et me valoriser auprès des entreprises, de faire quelque chose qui me plaît. Ben, merci ouais, pour ce témoignage. C'est précieux hein, ce que vous dites, Raphaël. L'orientation inclusive, c'est aussi une orientation non linéaire, une orientation atypique avec des étais extérieurs. Et donc, c'est bien de pouvoir valoriser comme ça tous ces étais et toutes ces aides à l'orientation et à l'insertion. Oui, il y a une question, Véronique, je vous en prie. Oui, merci. J'ai vu qu'il n'y avait pas de permanence, du coup j'ai regardé sur le site un petit peu en même temps que je vous écoutais, et il n'y a pas de permanence sur la Manche. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'intervenir dans une mission locale pour quelqu'un qui voudrait partir finalement dans des études supérieures, avec qui on a travaillé un projet professionnel? Est-ce que ce schéma-là, il existe? Parce que je vois que c'est très orienté en fait études et intervention au lycée. On est un petit peu quand même sur une typologie de public vraisemblablement qui est déjà dans les études et même via votre témoignage. Est-ce que si nous on vous interpelle, est-ce que c'est pertinent aussi? Est-ce qu'on peut? Alors nous, on va accompagner les jeunes qui ont un domicile ici dans le 76 ou dans le 27. Donc même D'accord. s'ils font leurs études à Paris, par exemple, ou dans la Manche ou à Lyon, s'ils ont l'habitation principale dans le 76 ou le 27, on va pouvoir les accompagner même sur un mini-séjour à l'étranger. Donc il n'y a pas l'équivalent dans la Manche. Il n'y a pas d'équivalent dans la Manche. D'accord, ok, merci. Rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Handisup ou pour Raphaël par rapport à son parcours? N'hésitez pas. Juste peut-être une question qu'on peut se poser. Est-ce que vous avez accompagné des gens qui font des études supérieures ailleurs qu'à l'université ou c'est vraiment uniquement pour l'université? J'imagine quelqu'un qui voudrait reprendre un BTS dans un établissement scolaire ou qui voudrait faire une école. Est-ce qu'il peut être accompagné par Handisup? Oui, tout à fait. C'est tout étudiant dans l'enseignement supérieur. Donc là, par exemple, Raphaël, il a intégré l'école du CESIM. L'accompagnement, il a continué. On accompagne ceux qui sont en BTS, en école d'ingé, à Néoma, peu importe, tant que c'est de l'étude supérieure. D'accord. Merci. C'était important de le préciser, je pense. Merci beaucoup pour ce témoignage. De rien. Alors, je ne sais pas si Katia a pu se connecter. Maria, est-ce que tu l'as vue? Je ne sais pas. Est-ce que Katia, vous êtes là? Je ne suis Alors pas moi, sûre. je ne vois pas Katia Non. parmi nos participants. Je pense qu'elle a dû avoir un petit souci. Mais de toute façon, il est prévu qu'on recueille le témoignage de Katia. Donc, on vous le transmettra de toute façon ultérieurement. Parce que c'est aussi un très beau témoignage avec notamment... ce qui était bien, c'est que Katia a accompagné un apprenant qui a bénéficié de l'appui d'Handisup. Donc, ça nous fait une belle transition avec ce que vous venez de présenter. Mais on vous transmettra le témoignage ultérieurement parce que je crois que Katia n'a pas pu nous rejoindre. Merci beaucoup. Eh bien, on va passer à Christelle Livorel. Christelle, vous êtes référente handicap dans un CFA à Val-de-Reuil. Oui, bonjour à tous. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est pas des études supérieures, ça va être majoritairement des jeunes qui vont rentrer suite au collège et pour pouvoir aller sur un CAP ou un bac pro. Mais je vais revenir quand même par rapport au témoignage
précédent, c'est que nous, notre travail aussi, ça va être dans l'orientation. Parce que même s'ils sont beaucoup plus jeunes, faire un choix d'orientation, c'est toujours très compliqué. Donc, de plusieurs années ici au sein du CFA, on permet aux structures scolaires, mais surtout aux structures qui sont dans le champ du handicap, de type ITEP, IMPRO, CESAD, de pouvoir venir avec leurs jeunes dans un premier temps et visiter notre établissement. Étant quand même un très gros établissement dans l'Eure, déjà rien que la taille de l'établissement, des fois, peut être un frein pour certains jeunes, du fait de leur appréhension d'intégrer une grosse structure par rapport aux petites structures d'accompagnement qu'ils peuvent avoir avant. Quand les jeunes ont un projet professionnel ou qu'ils recherchent un petit peu leur voie professionnelle, ils ont possibilité de faire une immersion dans nos ateliers techniques sur une journée. Alors je sais que ça, c'est dans la majorité des CFA, c'est des choses qui sont mises en place également, hein. Il y a le CFA de Val-de-Reuil, mais l'ensemble des CFA de l'Eure proposent ce type d'accompagnement. Et donc, ça leur permet d'être sur une journée complète en immersion et de pouvoir faire. Le but, c'est pas simplement d'observer. S'ils font un stage en boucherie, ils vont toucher de la viande. Si ils font en coiffure, ils vont toucher une tête. Parce que voilà, il y a aussi besoin de savoir comment on va réagir par rapport à la situation. Alors des fois ça confirme et des fois ça infirme le projet professionnel, mais en fin de compte on est hyper attentif sur ça. Et pour les jeunes qui sont dans le champ du handicap, on a une observation un peu plus particulière pour peut-être aussi lever des difficultés ou repérer des choses, par exemple pour le repérage dans l'espace, pour la vente, l'outil informatique. Et ça nous permet aussi de faire un retour aux personnes qui les accompagnent actuellement au sein de ces structures pour envisager de travailler sur certains points pour leur permettre de se sentir plus à l'aise quand ils vont intégrer le CFA. Et puis après, comme tous, ceux qui ont une RQTH, nous, on a des parcours individualisés, donc on peut, comme l'expliquait Pascal, quand elle accompagne des CFA, alors nous, on est un peu plus habitués, donc on fait un peu moins appel à la RHF, on a une expertise un peu plus longue, mais bon, ça nous arrive d'avoir des échanges également, de pouvoir adapter le parcours de formation à chaque jeune en fonction de leurs besoins. Et quand j'avais échangé avec vous, j'avais aussi souhaité parler de la suite, parce que en fait, on commence à être bien armé, je dirais, par rapport au fait d'accueillir, de travailler l'inclusion, le projet professionnel. Et moi, là, depuis une année, j'essaye de voir comment on peut aussi permettre l'inclusion par rapport à l'insertion professionnelle, parce qu'en fait, non, ils sont salariés, ils sont dans des entreprises, mais qui ne vont pas obligatoirement les garder. Comme pour majoritairement les jeunes en apprentissage. Et donc, souvent, ces jeunes-là rencontrent de nouveau des difficultés puisqu'ils ne sont plus accompagnés par les structures qui les ont accompagnés pour l'intégration. Et donc, j'essaye de travailler aussi avec les référents missions locales pour mettre en place l'emploi accompagné lors des renouvellements d'RQTH, parce que certains profils ont besoin de continuer à avoir de l'accompagnement. Alors plus technique parce qu'on les a bien fait monter en compétences, mais dans leur recherche d'emploi et dans leur prise de poste, parce que il y a besoin encore d'adapter ou de sensibiliser l'équipe dans laquelle ils vont intégrer pour qu'ils puissent de nouveau s'épanouir pleinement dans le choix professionnel qu'ils ont pu mettre en place. Oui, c'est tout un continuum, effectivement, on le verra après aussi avec Cap Emploi, hein, mais C'est ça. l'idéal, c'est qu'il y ait ce Bien sûr, je tuilage. travaille aussi Cap Emploi. Mm. Il y a plein de structures, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'amont et là, j'essaye de travailler vraiment sur la poursuite, parce que je trouve ça toujours dommageable que des jeunes montent en compétences, qui puissent avoir 1 ou 2 CAP chez nous, et des fois qui, au bout de 2 ans, sont toujours en recherche d'emploi du fait du manque d'accompagnement ou de la lenteur administrative des mises en place d'accompagnement qui les met un petit peu en péril sur leur recherche d'emploi suite à l'obtention d'examen. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Christelle Livorel sur l'accompagnement qui est proposé dans son CFA ou plus globalement dans les CFA, hein. Là, évidemment, c'est un exemple, mais on a pas mal de référents handicap parmi nous, hein, et donc vous pouvez interagir avec vos propres pratiques. N'hésitez pas à partager surtout. Juste par contre, si je peux me permettre une remarque en travaillant en mission locale, avec la réforme qu'on a eue en janvier, de toute façon, à partir du moment où il est inscrit France Travail, qu'il n'est plus en formation,
est inscrit demandeur d'emploi, il doit avoir une structure de suivi et généralement, sur ces profils-là, c'est bien les missions locales qui les accompagnent. Donc, il faut vraiment encourager vos jeunes, quand ils sortent de formation, à tout de suite s'inscrire, en fait. C'est la première démarche. C'est le biais, quelle que soit son inscription, même s'il passe par France Travail, il sera réorienté ensuite de la manière la plus pertinente et souvent, les missions locales les suivent. D'accord, merci, c'est bien de le préciser. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre cette exploration. Voilà, on est rentré en formation, il va falloir choisir un métier. Et donc, on a souhaité faire toute une partie sur cette activité d'information sur les métiers et comment faire pour que cette information sur les métiers soit inclusive. Alors, je vais vous parler de l'Agence de l'orientation, bien sûr, et de la GFIP, puisqu'on a, pour casser un petit peu les stéréotypes, hein, parce que c'est ça aussi l'inclusion, c'est casser les stéréotypes sur les situations de handicap. On a souhaité travailler sur un recueil des parcours inspirants, et donc mettre en avant, effectivement, avec tous les acteurs de l'inclusion qui étaient mobilisés, hein, faire connaître tout ce réseau d'appui au handicap en Normandie, pas seulement au travers d'un répertoire, mais vraiment autour de parcours de Normands. Donc l'idée, c'était de partir de chaque parcours pour donner à voir les acteurs et les dispositifs qui ont été mobilisés dans ce parcours. Donc ce recueil, il est disponible en ligne sur le site Destination Métiers. Est-ce que vous, côté AGFIP, il est disponible également sur une plateforme? Alors nous, on a fait plutôt de la promotion, mais je Hmm. vous le mets tout de suite dans le chat, puisqu'il y a une page Calameo qui vous permet de le lire en ligne Hmm. directement. Donc voilà, vous avez le lien à disposition si vous souhaitez. Là, on va vous donner le support, hein. Vous pourrez également cliquer, vous Bien aurez sûr. directement accès au lien. Et donc, ce recueil, il est organisé en 3 volets. Il y a un volet, voilà, en différents volets, hein, pas que 3, même plus que 3. Scolarité, enseignement sup. Il y a un volet international aussi. Il y a un volet recherche d'emploi, adaptation de l'emploi. Et puis, il y a un volet aussi reconversion et création d'activités. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. C'est intéressant. Et puis, parfois, c'est inspirant aussi de voir les différents témoignages des personnes qui ont contribué à cet ouvrage. Alors, pour continuer sur l'agence de l'orientation, hein, puisque je pense une grande partie d'entre vous nous connaissent, notre rôle, c'est vraiment d'informer sur les métiers, quels que soient finalement les publics normands, à tout âge, en situation de handicap ou pas. Et donc, je voulais vous faire un petit panorama aussi de comment on essaye de rendre nos outils d'information les plus inclusifs possibles. Alors, on a un premier outil ici qui s'appelle Léo Boost. Et donc, en cliquant, vous pourriez y accéder. Et alors là, c'est très simple. C'est un premier outil d'accessibilité que beaucoup de gens connaissent, hein. En cliquant sur ce petit personnage, je peux déjà jouer sur la forme du texte, je peux jouer sur les contrastes, sur le niveau de gris. Donc, vraiment, voilà, une première façon de rendre inclusive l'information, eh bien, c'est d'avoir ce type d'outils qui permettent d'adapter la lecture déjà des différents documents. Donc ça, c'est une première démarche évidemment basique, hein, qu'on a mis en place. La deuxième, si je reviens à mon support, eh bien, c'est cette démarche RG2A. Alors, l'Agence de l'orientation est dans une démarche globale. RSO, hein, responsabilité sociétale des entreprises, et donc a entrepris de former un référent accessibilité numérique qui a donc suivi un MOOC auprès de l'Institut du numérique responsable, et puis qui s'est approprié cette fameuse réglementation RG2A. Donc en cliquant, c'est pareil, vous pourrez accéder à ce que c'est que cette réglementation. Et donc, c'est rendre les sites et les services numériques accessibles à toutes et à tous, donc avec un certain nombre d'actions à mettre en place, avec des critères et des tests. Et donc là, l'agence est en train de faire cette démarche. Elle met en place un schéma pluriannuel de mise en accessibilité, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, et on va avoir un audit RG2A en décembre. Et donc, on est en train, donc certainement, vous connaissez Destination Métiers, notre plateforme d'infos sur les métiers. On est en train de la refondre entièrement avec cet objectif, cet enjeu d'accessibilité. Et donc, bien sûr, il y aura un audit RG2A et une déclaration ensuite de conformité qui seront faites sur cette plateforme Destination Métier. Et donc ça, tout acteur de l'orientation peut et se doit même, hein, de se mettre en conformité avec la réglementation pour que les outils qui sont des outils d'orientation grand public soient des outils également inclusifs et que toute une partie de la population ne soit pas exclue de l'accès à l'information qui est quand même la base pour pouvoir bien s'orienter, c'est avoir accès aux informations. Et donc, on voulait voilà, vous expliquer un petit peu cette démarche.
Et alors, si on va un petit peu plus loin, hein, dans les outils grand public d'information et à l'orientation, on a bien sûr l'ONICEP qui va pouvoir nous faire part de ces outils également et de tout ce qui est mis en place à disposition des grands publics pour rendre l'orientation inclusive. Morgane, je te laisse prendre la main si tu veux pour nous expliquer tout ça. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Pour vous, c'est OK? Oui. Super. Donc, je me représente rapidement. Morgane Duval, je suis responsable d'accompagnement pédagogique pour l'ONICEP Normandie. Et donc aujourd'hui, je vais donc vous présenter très brièvement l'ONICEP et en particulier sa mission inclusion. Et puis ensuite, je vous présenterai brièvement les ressources et les dispositifs que nous proposons pour favoriser une orientation inclusive. Donc la plupart de ces ressources, elles sont en fait à destination du grand public. Elles peuvent donc s'adresser aux élèves, aux parents, aux jeunes, mais aussi aux membres de l'équipe éducative ou dans les collèges, dans les lycées ou aux autres membres des équipes qui ne seraient pas spécifiquement euh, connaisseurs sur le thème qui nous anime aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. C'est vraiment pour voir le panel de ce qui existe. Là encore, le but n'est pas forcément de tout utiliser, tout diffuser, mais de savoir ce qui est accessible ou non. Donc l'ONICEP, c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Nous assurons donc 3 missions qui sont complémentaires. On a d'une part la gestion et l'alimentation d'une base de données nationale qui concerne toutes les formations diplômantes et certifiantes sur le territoire national. On produit également de l'information nationale sur les formations et les métiers pour que, peu importe l'endroit où se trouve le jeune sur le territoire, il puisse avoir accès à une information. Nous produisons donc cette information à travers des ressources imprimées, numériques. Ça peut être par exemple tout le site onicep.fr. On a aussi une mission d'accompagnement des jeunes et des équipes éducatives qui a 3 dimensions. On met à disposition des supports pédagogiques qui permettent d'éduquer à l'orientation. Donc on a par exemple la plateforme Avenir que l'on déploie en Normandie actuellement et avec la région. On a également les référentiels des compétences à s'orienter ou encore des activités de classe prêtes à l'emploi. Je n'en parlerai pas spécifiquement aujourd'hui, mais je vous mettrai le lien de cette ressource quand vous aurez le support de présentation, ce qui vous permettra d'aller plus loin si vous le souhaitez. On participe également aux formations nationales et académiques pour les équipes éducatives. Et enfin, on a une relation directe, bien évidemment, avec les usagers, donc que ce soit des élèves, des parents, des enseignants, etc., via des services d'aide personnalisés, comme par exemple Mon orientation en ligne, qui permet à tout un chacun de poser une question d'orientation et d'avoir une réponse par téléphone, par chat ou par email. Très détaillé et spécifique à son cas. On a également les numéros verts Parcoursup, Mon Master à l'ONICEP, etc. Donc l'ONICEP, évidemment, a des valeurs comme tout un chacun. Pour nous, ce qui prime ou ce qui est identifié, c'est l'égalité d'accès à toutes et tous à l'information, l'inclusion des jeunes en situation de handicap, l'égalité filles-garçons et la déconstruction des stéréotypes sur les métiers, et la sensibilisation aux objets de développement durable. Donc, c'est donc pour ça que l'ONICEP possède en particulier une mission inclusion. C'est une mission en fait qui joue de manière transversale sur tout ce que fait l'ONICEP et qui est directement rattachée à la directrice adjointe. Le périmètre de la mission inclusion, elle va donc au-delà du handicap. Elle concerne vraiment l'ensemble des besoins éducatifs particuliers, vraiment dans l'esprit d'une école et d'une université inclusive. Donc ces champs d'action, c'est à la fois les élèves et les étudiants en situation de handicap, bien sûr, les élèves scolarisés en SECPA ou en REA, les élèves et étudiants à haut potentiel, les élèves et étudiants allophones nouvellement arrivés, toutes les classes UPE2A, etc., les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, les élèves et étudiants qui ont des troubles de l'apprentissage, les élèves et étudiants malades, les élèves ayant une situation familiale ou sociale difficile, et enfin les élèves qui ont un passage en milieu carcéral. Vous voyez, c'est vraiment au sens large. Donc les ambitions de cette mission inclusion, c'est d'être garante de la mise en application des politiques publiques, bien sûr, sur l'école et l'université inclusive,
c'est de porter la stratégie d'inclusion de l'ONICEP auprès de l'ensemble des partenaires, évidemment, donc institutionnels, associatifs, monde économique, etc. Et de construire et porter aussi une culture de la bonne exécution de la démarche inclusive. Donc en fait, ça va de, par exemple, l'accessibilité numérique, puisque je crois que le site actuel, là, il doit avoir un taux d'accessibilité qui est entre 85 et 89%, mais ça va être aussi, comme le montre le schéma qui est à l'écran, de proposer des ressources pédagogiques adaptées, des publications sur ces thèmes aussi pour fournir un apport de connaissances ou pour répondre aux questions des parents et des familles. Ça passe également par le recensement des établissements spécialisés ou des classes spécifiques, des associations également et autres dispositifs au sein même de la base de données. Et donc ça, c'est une information qui est à la fois pour le grand public et à la fois pour les professionnels de l'orientation. Je vais donc maintenant parcourir un petit peu avec vous les ressources propres que l'ONICEP propose sur les thèmes inclusion et handicap. Donc en fait, elles sont toutes rassemblées dans l'onglet inclusion et handicap du site onicep.fr. Donc là, vous pourrez faire tout un tas de choses comme retrouver nos productions écrites, rechercher les classes ou établissements ou structures spécifiques, etc., etc. On va regarder un petit peu ensemble le contenu de cet onglet. Donc on y trouve notamment un moteur de recherche qui permet d'accéder aux différents dispositifs. Donc quand on trouve un dispositif qui nous intéresse, ensuite vous pouvez avoir la fiche de l'établissement, l'adresse, le contact, etc. Donc sont recensés sur tout le territoire national, même si vous pouvez bien sûr filtrer par académie, département, ville, région, bien entendu. Donc vous avez accès aux ULIS, en collège et lycée, aux établissements et services médico-sociaux, au MDPH, à certaines associations et centres de ressources, au SECPA, aux UPE2A, collège et lycée. UPE2A, c'est pour les élèves allophones dont on parlait tout à l'heure. Vous avez accès également au dispositif relais, par exemple pour les élèves décrocheurs. Donc le moteur de recherche vous permet ensuite, comme je vous le disais, de sélectionner un lieu, une ville par exemple, et d'obtenir un résultat sous forme de liste ou de carte. D'autres ressources dans cet onglet toujours, vous avez par exemple un dossier parcours de scolarité avec des articles thématiques qui présentent les aides et les dispositifs possibles. Donc, par exemple, pour le collège, les thèmes abordés vont être l'orientation après la troisième et la présentation des dispositifs SECPA et REA, par exemple. Donc, autre dossier, toujours dans cet onglet, on a par exemple un dossier qui peut vous aider, qui permet en fait de détailler les personnes et dispositifs ressources pour les élèves en situation de handicap au collège et au lycée, dans l'enseignement supérieur, et puis des articles spécifiques ou plus spécifiques sur la MDPH, la CDAH et les associations de soutien. Donc pour illustration, on retrouve dans l'article collège et lycée la présentation du RASED, des professionnels de santé et sociale de l'éducation nationale, les enseignants référents, les AESH ou encore les équipes de suivi de la scolarisation qui ne sont pas forcément connues des parents, surtout au départ. Et puis, même pour l'ensemble de l'équipe enseignante, ce n'est pas toujours évident de connaître vraiment toutes les personnes ressources ou s'assurer que les parents aient bien l'aide dont ils aient besoin aussi, parents et enfants, bien entendu. On a aussi un dossier vers l'emploi, parce que vous voyez, progressivement, on a commencé au collège et puis petit à petit, on s'émancipe. Donc, dans le dossier vers l'emploi, là, on va davantage avoir une présentation des informations, par exemple, sur la recherche de stage, sur l'apprentissage, la reconnaissance de la qualité de travailleur ou travailleuse handicapée également. Et une information plus globale aussi sur les métiers de l'accessibilité. Donc, ça, vous avez un petit aperçu de ceci sur la droite de votre écran. Donc, c'est un dossier qui traite de l'inclusion, qui n'est pas forcément à destination des personnes handicapées. Vous voyez, par exemple, les métiers de l'accessibilité, ça intéresse tout le monde. Enfin, c'est pas... Voilà, ça reste un dossier grand public qui apporte des connaissances à toutes et tous. D'autres sujets liés à l'inclusion et au handicap sont évidemment traités dans cet onglet. Vous avez par exemple un renvoi vers les chats ONICEP, les vidéos thématiques de l'ONICEP, des témoignages et des publications spécifiques. On va les regarder très très brièvement ensemble. Pour les chats, vous voyez sur la gauche de votre écran, vous avez la liste des chats qui concernent le handicap et l'inclusion que vous pouvez consulter. Donc ça, ce sont des échanges passés pour l'instant.
Donc, je vous ai vraiment mis la liste de ce qui est disponible sur la gauche. Vous avez 2 publications actuellement ou 2 publications récentes. Vous avez d'une part un Pourquoi pas moi sur le handicap des parcours vers l'emploi. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement directement sur le site onicep.fr et vous aurez le témoignage de 12 jeunes professionnels. La publication aussi Handi+, que vous connaissez peut-être déjà, qui permet vraiment d'envisager le parcours d'orientation après le bac et jusqu'au premier emploi. Et là aussi, vous pouvez télécharger la publication dans l'onglet Inclusion et handicap du site onicep.fr. On a également des rencontres avec des pros, donc ça c'est plutôt pour les élèves de collège et lycée qui peuvent être inscrits par leurs enseignants et qui permettent de rencontrer par exemple des jeunes travailleurs handicapés. On avait eu beaucoup de monde et beaucoup d'intervenants sur ce thème à l'occasion des Jeux paralympiques. Là, pour cette année, pour l'instant, on a un témoignage autour de l'accessibilité. Donc évidemment, c'est des rendez-vous qui se remplissent au fur et à mesure de l'année, donc on aura peut-être une offre un peu plus étoffée en cours d'année. Et enfin, donc indépendamment du site onicep.fr, là on quitte l'onglet dont je vous parlais, on a aussi le site Onicep TV qui propose des ressources vidéo. Et par exemple, si vous tapez le mot-clé handicap, vous aurez 46 vidéos disponibles sur des thèmes variés. Et ces dernières, elles peuvent donc concerner l'accompagnement des équipes ou encore les études, les métiers, les parcours. D'autres recherches sont bien sûr possibles avec les mots-clés comme Ulysse ou allophone, autisme, accessibilité, LSF. Enfin, c'est vraiment après à tout un chacun de chercher ce dont il a besoin. Il ou elle a besoin. Et il existe par ailleurs dans l'onglet série parcours une série sur le handicap et une série sur le handicap accessible qui comprennent chacun une quinzaine de vidéos. Donc, c'est des portraits en fait et des parcours de jeunes professionnels. Donc, pour résumer un petit peu cette partie qui était très dense, j'en conviens, vous avez en fait un onglet onicep.fr qui regroupe énormément de ressources pour le grand public. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de rubriques et d'options possibles. Et vous avez également Onicep TV qui là va plutôt fournir des vidéos thématiques sur l'inclusion et le handicap en général. Je vous remercie de votre attention et puis je rends la main à mes collègues pour la suite. Merci. Merci beaucoup, beaucoup Morgane. Non, effectivement, c'est très riche, mais n'hésitez pas à vous saisir de toutes ces ressources. Est-ce qu'il y a des questions pour Morgane ou pour le NICEP? N'hésitez pas. Oui, Amandine, je vous en prie. Bonjour Amandine. Bonjour, oui, j'ai une question par rapport à la recherche de dispositifs. Donc, Oui, par rapport à un dispositif, on peut avoir la liste des établissements qui le proposent. oui. Est-ce qu'on peut faire aussi demander l'ensemble des dispositifs par rapport à une zone géographique? Je pense que ça doit être possible sur l'Atlas. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Sur l'Atlas, en fait, c'est un site qui est pour les professionnels de l'orientation, mais ça correspond tout à fait à ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, vous pouvez choisir vous-même vos filtres. Donc, si vous Ok, cochez tous les dispositifs et une zone, a priori, ça me semble possible. Il faut qu'on teste ensemble. Je vous envoie les liens tout de suite dans la conversation. d'accord, merci. Et puis, c'était un peu la même idée pour Oui. qui peut m'aider. Peut-être que dans l'Atlas, on peut faire la même chose. Qui peut m'aider par rapport à une zone géographique? Si on sélectionne, par exemple, association, etc., oui. Mais ce D'accord. sera pas. Il faut quand même le nourrir. Et c'est surtout un Ouais, site qui est plutôt pour les professionnels. Donc, il faut que ça transite par un professionnel avant d'arriver à l'élève. Parce d'accord. Oui, qu'ensuite, oui, ce qu'on a j'entends. sur la classe, on peut l'imprimer. C'est prévu Ok. pour. On peut le mettre dans son panier, l'imprimer, tout est gratuit, tout ça. Parce qu'après, enfin, du coup, j'ai regardé aussi en même temps que vous parliez, les dispositifs, ils sont classés, enfin, ils sont Oui, nommés assez clairement. Mais les lacunes qu'on peut avoir quand on n'est pas des pros dans le domaine du handicap, c'est qu'on ne les connaît pas, les dispositifs. Et oui, du coup, on va avoir du mal à les rechercher parce qu'on ne les connaît pas. Donc, oui, c'est le vrai. fait de pouvoir faire une recherche un peu plus élargie, sans cibler un dispositif en particulier, c'est Hmm. vraiment plus pratique, Oui, oui, quoi. oui. Et puis dans le dossier inclusion et handicap, il y a une partie personnes ressources un petit peu par niveau, justement pour lister les personnes à qui on peut s'adresser. Donc ça peut Ok. se faire aussi en 2 étapes. Ouais. Comme ça, je les cible et après, je peux les trouver dans Oui, la zone c'est concernée. le dossier qui peut vous aider. Et là, Ok. il y a vraiment plein de choses, mais c'est souvent précisé de toute façon, si vous choisissez une thématique collège ou lycée ou autre, il y a toujours un encart en fait qui reprécise les personnes ressources, etc. normalement. Ok, merci. Merci à vous.
Si je ne m'abuse, en complément, je ne sais pas si Diana est toujours avec nous, mais sur le site Trouver ma formation du Cariforef, on peut faire des recherches localisées comme ça et par type C'est d'aide ça, dont les gens auraient besoin. Hein. c'est ça que j'étais en train de chercher justement sur Mm. Mm. TMF. Pareil, c'est à destination des grands publics, pas grand public, excusez-moi, c'est plutôt à destination de professionnels. Et on a aussi un onglet qui s'appelle Aide. Et justement, j'étais en train de regarder si on peut filtrer par son géographique et aussi par typologie. Oui, il y a, enfin, je partage vite fait avec vous et je vais mettre les liens si vous souhaitez. Donc, on voit ici personnes en situation de handicap et personnes, je sais pas si vous voyez ici, Oui, oui, tu peux filtrer le sur la gauche. public, Mm. voilà. Et après, je crois qu'on peut filtrer également sur la Le secteur, ouais. Normandie, Mm. secteur. On voit déjà qu'il y a deux dans la Manche, deux dans Cherbourg. Et après, peut-être il y aura plus de... Ouais, il y a en effet plus de, ouais, de choix par zone géographique. Donc, Ouais, je vous merci. mettrai les liens Ouais, si c'est vous avez pratique besoin. aussi. Merci. De rien. Merci beaucoup. On mettra tout ça dans une boîte à outils qu'on va vous envoyer avec le replay du webinaire et avec le support. Hein. On prendra peut-être un petit peu de temps pour la constituer, mais on vous enverra tout ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions hein, dans la conversation ou en levant la main. Alors, il est à peu près midi moins 10. On va dépasser l'horaire prévu. Voilà, je crois qu'on peut se le dire. C'est pas grave. Si vous devez nous quitter en cours de route, ne vous inquiétez pas. On vous enverra le replay, donc vous aurez accès à tout moment à la suite. Parce que là, on va passer sur un volet qui est très important sur une orientation inclusive. C'est ensuite l'accompagnement vers l'emploi. Et on a des professionnels qui vont prendre le temps de nous expliquer tout ça, notamment Karen Guillemet. Bonjour Karen. Bonjour. Alors, je vais peut-être vous partager mon petit Oui, support. Toc. Euh, hop. Vous me dites si c'est parfait. Mm. visible. Oui. Donc, comme l'a brièvement abordé tout à l'heure Maria, donc le FIP est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et c'est un fonds qui est un acteur majeur dans le développement de la politique handicap des employeurs publics. Alors, ce fonds a été créé à l'occasion de la loi handicap de 2005. Donc, cette année, on fête nos 20 ans. Donc à cette occasion, on a aussi, enfin, je souhaitais vous présenter un petit peu quelques chiffres qui sont parlants et notamment pour la région Normandie. Alors en région Normandie, il faut vous dire, on est deux représentants du FIP. Donc il y a Daniel Bardou qui est coordinateur en Handipact et qui intervient dans le cadre de l'accompagnement des référents handicap des trois versants de la fonction publique et moi-même. Donc comme ça, on est facilement identifiable. Et tout ça pour vous dire que sur la Normandie, pour la première année, on a un taux d'emploi direct dans la fonction publique qui a dépassé les 6%. Pour rappel, 6% d'obligations légales pour les employeurs ayant plus de 20 salariés ou agents et qui doivent effectivement avoir ce taux d'emploi de 6%. Donc ces chiffres, je vous les ai mis parce que je trouve qu'ils sont importants, que ce soit, alors effectivement, on peut constater quand même des différences entre les trois fonctions publiques, avec une fonction publique territoriale un peu plus, disons, volontaire sur le sujet, une fonction publique d'État un peu en deçà. Mais en tout cas, ça vous donne une idée aussi en termes de recrutement de personnes en situation de handicap. On en a eu 1304 et dans le cadre du maintien dans l'emploi, 376. Donc, pour rappel, donc le FIP a vraiment pour objectif d'accompagner les personnes handicapées dans la fonction publique en situation de handicap, en les aidant à conserver une activité professionnelle et en compensant leur handicap. Donc pour cela, le FIP propose des aides individuelles, matérielles, techniques, humaines ou encore dans le champ de la formation. Donc le FIP intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun et vise bien la compensation du handicap et intervient dans le champ de l'emploi. Donc ces aides
ne sont pas accessibles de droit, puisque en fonction de l'ancienneté des documents justificatifs produits, ça peut ne pas être pris en compte. En tout cas, ça n'empêche pas les employeurs de répondre à leurs obligations d'aménagement raisonnable de poste de travail, quand bien même il y a une participation ou non du FIP. Donc, je vous rappelle les 5 priorités du FIP. Alors, il y a encourager les recrutements et tout particulièrement en favorisant le recours à l'apprentissage. Notre rôle est aussi d'intervenir pour favoriser le maintien dans l'emploi. Nous avons aussi un axe sur la formation des personnes en situation de handicap et bien évidemment leur entourage professionnel, puisque l'objectif, c'est vraiment d'avoir un collectif de travail formé au mieux aux contraintes que peuvent connaître les personnes en situation de handicap. Et enfin, le FIP contribue au développement de l'accessibilité numérique. On est bien sur l'accessibilité numérique, pas l'accessibilité bâtimentaire qui relève des obligations légales des employeurs et là-dessus, on n'intervient pas. Donc, pour obtenir ces financements de la part du FIP et pour accompagner les personnes en situation de handicap, les employeurs peuvent réaliser cette demande via le site PEPS qui leur permet d'accéder à notre catalogue de 32 aides. Alors, ces aides sont ouvertes à l'ensemble des employeurs publics. La seule contrainte, c'est qu'il y a un plafond de 40 000 € par an et par employeur. Donc, ça veut dire que pour des collectivités de plus importantes que d'autres, ces 40 000 € sont vite atteints. Donc, dans le cas où on est sur des structures de plus de 550 TP, on peut, en fonction de leur politique handicap, développer un dispositif de conventionnement qui est sur 3 ou 4 ans et qui permet de fixer des objectifs en termes de recrutement et de maintien dans l'emploi. Et effectivement, on est sur vraiment un projet sociétal de l'établissement et quelque chose de construit avec une visibilité pluriannuelle. Donc là, les montants en jeu sont beaucoup plus importants, mais répondent aussi à un souhait de développer une politique inclusive au sein des établissements. Karine, on a une question, je Oui, me bien permets. sûr, je vous Est-ce en que prie. c'est valable aussi pour les contractuels de la fonction publique, les dispositifs que vous évoquez? Alors, il y a certaines aides, et c'est pour ça que je vous ai mis ici le lien sur le catalogue, parce que nos 32 aides sont toujours présentées de la même façon dans le catalogue. Il y a qui peut en bénéficier, le cadre de l'intervention du FIP, et puis les pièces justificatives à fournir. Donc, dans le cadre je vous dis une bêtise, une prothèse auditive, effectivement, il faut que la personne ait un statut de BOE. Alors, je ressors mon petit catalogue et je vais vous dire si, par exemple, un contractuel peut en bénéficier. Parce que, évidemment, dans des cas, les apprentis également peuvent en bénéficier, les contrats aidés, les emplois à venir, les pactes, les stagiaires. En tout cas, par exemple, sur le champ de la prothèse auditive, il n'y a aucun problème. Ils peuvent tout à fait en bénéficier. Néanmoins, il convient de vérifier pour chaque typologie de demande si le statut de l'agent lui permet de bien bénéficier de ces financements. Oui, il n'y a pas de règle générale, faut vérifier. Non, il faut quand même Tout à fait. vérifier, même si la base, de toute façon, ça s'adresse en priorité au BEE. Dans certains cas, les agents déclarés inaptes ou en cours de reclassement peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides, mais encore une fois, ce catalogue qui fait 160 pages est vraiment le document de référence et qui vous permet de déterminer quelles aides vous pouvez solliciter et si l'aménagement rentre dans le cadre des aides du FIP.
Donc, je vous disais, il y a des aides techniques à la compensation du handicap. Alors, une des aides les plus sollicitées, c'est la prothèse auditive, puisque le FIP vient en complément des remboursements de sécurité sociale, de mutuelle, et prend en charge le matériel et aussi quelques accessoires. En tout cas, pour un montant maximum de 1 700 €, ce qui ne couvre pas forcément la totalité du coût de l'appareillage, mais en tout cas, c'est une aide qui vient en complément pour diminuer la charge de l'aménagement. Fauteuil roulant, orthèse. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. En tout cas, il y a des aides, au parcours dans l'emploi, au déplacement pour les personnes qui nécessiteraient d'avoir une aide pour revenir sur leur lieu de travail. Donc, il y a des dispositifs qui sont envisageables soit par le biais de VTC, soit par le taxi ou des transports collectifs. Donc, il y a des aides à l'insertion également. Des aides à l'aménagement de poste. Alors évidemment, ça c'est quelque chose d'important puisque on finance les études de poste et aussi dans un deuxième temps l'aide à l'adaptation du poste de travail jusqu'à 10 000 €. Donc là, on est sur des choses quand même qui peuvent être intéressantes pour les employeurs pour bénéficier de cette aide. En tout cas, comme vous pouvez le constater, le nombre d'aides est quand même assez conséquent. Et je vais vous faire par la suite un petit focus sur l'apprentissage, parce que c'est vraiment quelque chose qui est supporté par le FIP et qui, à mon sens, est vraiment intéressante pour les employeurs publics, parce que vraiment, pour le FIP, l'apprentissage, c'est un véritable tremplin pour l'emploi. Donc, on a des mesures spécifiques très incitatives, puisque par exemple, l'indemnité d'apprentissage, le FIP finance 80% de la rémunération de l'apprenti. À cela, vous pouvez ajouter les aides au tutorat, d'accompagnement. Donc, le tuteur peut bénéficier d'une prise en charge de 20 heures par mois pour l'aide au tutoré. Et puis, la formation dans le cadre de l'apprentissage, donc l'apprenti qui est en scolarité, on peut financer un maximum de 10 000 € par an, par année de scolarité. Alors après, je vous renvoie aussi aux autres aides précédemment évoquées, c'est-à-dire que si dans le cadre de son travail, un aménagement de poste est nécessaire, ces aides peuvent être cumulées. En tout cas, l'apprentissage, c'est un vrai levier pour intégrer la fonction publique. Ça présente vraiment, c'est un dispositif qui a beaucoup d'atouts, que ce soit pour l'intégration et les reconversions, puisque maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. Et on sait que c'est quand même un environnement favorable pour que la personne puisse s'intégrer progressivement dans son nouveau milieu professionnel. En tout cas, c'est la raison pour laquelle le FIP continue ce support auprès du dispositif de l'apprentissage. Je crois qu'on a une intervention demandée pour Christelle. Je vous en prie, Christelle. Oui, c'était pour faire un petit peu le distinguo entre vous, on est bien sur la fonction publique Uniquement sur la fonction publique. Et pas la fonction territoriale, parce que nous, ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a des fois, il y a des jeunes qui sont dans des collèges, donc je pense que ça ne dépend peut-être pas de vous. Et en fait, il faut souvent que le collège ait fait une demande bien longtemps à l'avance au niveau du CNFPT pour pouvoir prendre un apprenti. Donc, c'est toujours un peu complexe sur ce biais-là. Alors, nous, on intervient auprès des 3 versants de la fonction publique, donc fonction publique État, territoriale et hospitalière. Donc, le collège fait partie de la territoriale et peut bénéficier des aides du FIP. Après, vous me parlez des aides du CNFPT. Là, on est sur d'autres typologies d'aides. C'est-à-dire que là, c'est des indemnités, enfin des aides qui peuvent être fournies par le biais de cet organisme. En tout cas, c'est des choses à distinguer. Nous, on est là. C'est la prise en charge de la formation. C'est pas par rapport à la partie handicap. C'est le fait est souvent qu'il faut pour qu'un apprenti puisse rentrer en fonction territoriale, donc dans les établissements collèges qui dépendent du conseil départemental, c'est toujours un peu complexe parce qu'il faut qu'ils aient fait des demandes d'à peu près 6 mois à l'avance pour la prise en charge de la formation. Après, bien sûr, ils peuvent avoir des aides ils ont recruté un apprenti qui est dans le champ du handicap, mais voilà, c'est toujours encore un petit peu lourd sur cet aspect-là quand nous, on a des jeunes qui sont intéressés pour aller vers ces structures-là. La démarche administrative est des fois un peu compliquée, quoi.
En tout cas, je peux pas me prononcer sur le traitement du Non, mais voilà, CNFPT. c'est Néanmoins, voilà. oui, je peux comprendre. Et en plus, Moi, j'ai plus accompagné des mairies ou autres vers votre organisme qui ne savaient pas qu'ils pouvaient Mm. bénéficier d'aide quand ils prenaient un jeune dans le champ du handicap. Dans les établissements scolaires, il faut qu'on passe par là. Bon, je pense qu'ils sont bien informés au niveau du département pour vous solliciter. C'est un petit peu différent, quoi. Oui, d'autant plus que de toute façon, on est en convention avec le département enfin, du 76, si vous parlez du 76. En tout cas, on a des conventions aussi on a 20 conventions avec 20 gros employeurs de Normandie. Donc, dites-vous que là, il n'y a pas de limite annuelle. Donc, forcément, on est sur des dispositifs qui permettent un accompagnement beaucoup plus important. Karen, on a une question pour vous Oui, également dans le chat. Alors, je vais vous laisser peut-être y répondre directement dans le chat. Est-ce que pas vous de avez souci. d'autres éléments à évoquer avec nous ce matin? Ou est-ce que vous aviez terminé votre intervention, Karen? Moi, non, pardon, Ouais, excusez-moi. c'était. Non, J'étais en non, train c'est de pas prendre grave, je vous en connaissance prie, je vous y ai du invité, donc message. bah, ça marche. Comme ça, on va Merci pouvoir beaucoup. laisser Dylan maintenant intervenir et nous proposer son témoignage. Et comme ça, Karen, vous pouvez répondre dans le chat directement. Merci. Bonjour, Dylan. Bonjour, bonjour, je vais partager mon écran. Voyez-vous ce qu'il faut? Oui, tout à fait. Super. Eh bien, je vais vous présenter un petit peu mon parcours et l'association dans laquelle je travaille. Mais tout d'abord, individus avec autisme, qui sont-ils? Que mangent-ils? Quels sont leurs réseaux? C'est la façon dont j'avais pris l'habitude de me présenter lors de mes premiers entretiens, lorsque j'ai compris que cacher mon handicap, ma RQTH, était une mauvaise idée. Ça n'a pas marché non plus lorsque j'ai appris à parler un petit peu de moi, puisque je parlais de moi sans positivité, donc je faisais peur à l'employeur. Moi-même, j'avais peur de l'employeur, et donc on avait peur tous les deux, et je restais sans emploi, malheureusement. Alors, j'ai beaucoup appris, notamment grâce à des personnes qui sont notamment présentes ici, puisque j'ai pu bénéficier d'un accompagnement dans l'emploi grâce au contrat tremplin. Donc, je suis entré chez APF France Handicap. Je suis technicien ressources marketing avec chance au réseau APF France Handicap et chargé de communication un jour par semaine pour le APF Entreprise Normandie, le réseau entreprise. Et donc rapidement, hein, APF France Handicap, c'est né en 1933 par l'indignation de 4 jeunes atteints de poliomyélite, notamment André Tranois. Nous sommes 85 000 adhérents, bénévoles, actrices, acteurs, et nous avons 575 structures médico-sociales, entreprises adaptées et ESAT. Et donc moi, je me considère comme un drôle d'oiseau ou un ornithorynque social, et c'est ce qui m'a longtemps joué des tours lorsque je voulais travailler. Et enfin, juste tendance à me passionner de tout et de rien, donc je me voyais vraiment faire tout, et on me proposait absolument rien. Parce qu'il me manquait notamment le pouvoir de communiquer. Et je ne savais pas communiquer, notamment parler de moi. Il est arrivé que je suis devenu chargé de communication, et sans le sens social, évidemment. Avec mes troubles autistiques, j'avais besoin de routine, de socle, d'identifier aussi les, les intervenants, les interlocutrices et interlocuteurs. Et je faisais beaucoup de fautes qui me pénalisaient, notamment. Euh, J'avais une batterie sociale un petit peu faible, et c'est ce qui m'a un petit peu joué des tours, notamment lors de mon parcours scolaire qui a été semé d'embûches comme beaucoup d'entre nous. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont permis d'évoluer et de me réaliser un petit peu plus. Et c'est ce dont je vais vous parler. Alors, maman rit encore, puisque donc je suis devenu chargé de communication un peu par accident, et que donc à la suite de mon contrat tremplin qui a duré 24 mois, au cours duquel j'ai appris un métier, la communication. Donc je fais de la planification de budget, de salons, de création d'affiches, je réalise des courts-métrages. Je fais beaucoup de choses parce que j'adore ça. Donc je n'ai pas vraiment de spécialité. Je pourrais dire aussi que je ne suis bon en rien, mais je pense que
n'est pas une belle façon de communiquer, mais j'essaie de faire beaucoup, beaucoup de choses puisque j'adore ce que je fais et aussi parce que j'ai le syndrome de l'ancien chercheur d'emploi, puisque c'est la première structure qui m'a accordé un CDI et un 35 heures, c'est APF France Handicap. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai pu bénéficier de compensation et d'adaptation de poste. Je vais vous faire un rapide topo. La première adaptation de poste dont je bénéficie, je vais vous faire un éventail du moins coûteux au plus coûteux. Le moins coûteux, c'est vous qui gagnez de l'argent, c'est le télétravail, puisque de chez moi, j'ai l'avantage d'être habillé comme je veux et avec beaucoup, beaucoup moins de vêtements qu'ici présent. Je suis au bureau aujourd'hui et donc je suis en général au lendemain d'une journée assez stressante lorsque je suis sur Paris ou au bénéfice d'une prestation qui a beaucoup pris sur ma jauge. Et donc, qui me permet d'être moi-même, d'être aussi productif, voire davantage, puisque j'ai une capacité de concentration qui décroît selon le nombre de personnes présentes au bureau. Et donc, on passe à une dizaine d'euros. J'ai mes boules caisses qui me permettent de garder en toute quiétude ma concentration, de me promener notamment dans les bureaux avec mon casque à réduction de bruit et de ne pas susciter la colère ou l'indignation de mes supérieurs, notamment de mon directeur. Ce genre de compensation, d'adaptation se fait en toute intelligence, notamment par exemple les pauses qui sont bénéfiques. Les miennes, je les fais sans humain, et donc c'est ma façon à moi de me recharger, ce qui ne pose pas de problème dans l'entreprise. Je vais vous présenter une datation de... Je ne sais pas si l'on me voit d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ah, eh bien, je vais vous présenter l'adaptation de poste qui coûte plus cher. C'est mon vélo à assistance électrique et pliable, puisque lorsque j'ai eu le plaisir d'apprendre que j'avais obtenu une promotion pour le siège d'APF France Handicap, il est apparu un point de pénibilité assez important, c'est-à-dire que Paris m'effraie, mais surtout le train me fatigue, mais le métro me rend hagard et j'en sors totalement incapable de travailler par la suite. Et donc, je ne pouvais pas me rendre au siège. Donc, mon employeur mon manager a dit, bah, finalement, achetons un vélo. Il est pliable et donc je peux parcourir les 40 minutes qui me séparent de mon travail, ce qui a complètement débloqué mon parcours et notamment de nouvelles compétences que j'ai pu mettre au point grâce à elle et à eux dans des pôles différents. Donc, j'ai l'impression d'évoluer chaque semaine, chaque mois, mais c'est notamment grâce à donc, mon manager qui me sort de ma zone de confort avec intelligence et chaque semaine, pas à pas. Donc, c'est un système de management qui est assez répandu au sein d'APF France Handicap, qui est une écoute active, une discussion, je dirais aussi une confiance mutuelle. Et c'est ce dont aussi j'avais besoin, puisque lorsque l'on m'a accordé la confiance dont moi-même je ne m'accordais pas, je me suis senti obligé de la mériter. Donc, et pour vous donner un petit exemple d'adaptation de poste aussi, c'est que lorsque je suis allé sur Paris pour la première fois, mon manager est venu me chercher avec un vélo à côté de lui pour que je fasse le parcours avec lui, que je puisse me rendre compte du trajet. Et donc, il a pris ce temps-là pour me donner le pied à l'étrier. Aujourd'hui, je suis autonome, donc je me rends à Paris tout seul, ce qui me remplit de fierté. Et donc, ce qui me permet aussi d'évoluer, notamment dans le cadre défini de mes ambitions, qui est d'être utile aux personnes en situation de handicap, la raison d'être de mon association. Et ces adaptations de poste, elles sont en intelligence, mais elles sont aussi en réciprocité. Par exemple, mon manager, il est dyslexique, et donc moi qui n'aime pas parler particulièrement, je n'aime pas les visages, je suis plutôt à l'écrit, et je suis plutôt épistolaire. Et c'est la raison pour laquelle je ne répondais pas à mon manager lorsqu'il m'appelait au début. Il a compris pourquoi. Donc aujourd'hui, il m'envoie un message, comme il vient de le faire il y a 7 minutes, en me disant puis-je t'appeler, virgule, sujet, deux points, et il m'explique le sujet. Ça me permet de garder ma concentration, de préparer mes dossiers et d'être plus pertinent et de répondre tout à fait. Et donc nous gagnons du temps, nous sommes davantage productifs. Et de son côté, lui, puisqu'il a
les lettres se mélangent dans son cerveau. Moi, je m'engage à ne pas lui offrir des mails fleuves dont je sais faire preuve malheureusement. Je lui envoie des vocaux. Et donc, nous communiquons avec nos différences presque antinomiques, pouvons dire. Et donc, ça se passe plutôt très bien. Et donc, j'ai appris également à travailler en équipe grâce à cela, grâce à une personne qui a pris de son temps pour me faire confiance. Et je voulais dire aussi, soyez la rencontre, puisque il s'est agi de quelques rencontres qui ont pu changer mon parcours professionnel, mais aussi changer ma vie, puisque j'ai appris énormément pour moi, aussi dans l'humain, juste grâce à, la, à, à mon contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, je suis salarié et ce n'était pas gagné, en tout cas, je n'y croyais pas beaucoup. Je n'aurais pas parié beaucoup sur moi. J'ai rencontré des gens qui sont bien plus talentueux que moi, qui sont en recherche d'emploi. Pourquoi? Alors, c'est injuste. La raison est la suivante, ils n'ont pas eu la chance de rencontrer ce genre de personnes encore. Et donc, le fait de faire face à une indifférence généralisée des employeurs, qui est normal puisqu'il y a énormément de postes de personnes en recherche d'emploi et peu de postes à pourvoir, notamment. Les personnes en situation de handicap, a fortiori en recherche d'emploi, perdent totalement confiance en elles, perdent leur capacité à se vendre correctement. Et donc, il y a de la part des personnes qui vont être employeurs un talent à rechercher, une écoute active, à déceler un potentiel qu'eux-mêmes ne peuvent pas communiquer. Ces rencontres-là, elles m'ont forgé. Et donc, je me suis étonné à faire de mes collègues mes plus proches amis. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas une sinécure, notamment dans mon parcours scolaire qui a été plus que chaotique. Au jour le jour, je voulais vous dire aussi que les adaptations de poste, les compensations auxquelles nous avons droit et par lesquelles j'ai bénéficié, elles se font un petit peu en test and learn. Donc, on apprend, on teste des choses, on échoue, on regarde ailleurs. Vraiment, il y a un plan A, B, C, D, il n'y a pas de belle réponse parfaite dès le premier jour, notamment par le fait que c'était mon premier emploi stable à 29 ans, pardon, et que mon manager s'est retrouvé avec une personne autiste qui avait beaucoup de particularités, notamment par le fait donc par son empathie, son intelligence émotionnelle, il voulait me mettre à l'aise, notamment lorsque nous sortions d'une réunion. Le problème est que j'ai tendance à me stimuler, donc à me balancer d'avant en arrière ou frénétiquement agiter mon poignet ou mon genou, ce qu'il prenait pour une situation d'angoisse, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est de la stimulation, puisque j'ai beaucoup d'énergie à revendre, et effectivement, parfois, j'ai besoin de me lever et de ne plus avoir de visage dans mon champ de vision. Et donc, en discutant, on s'est rendu compte que l'un comme l'autre, nous avions à gagner, juste à discuter. Et moi, donc, je parle de mes vulnérabilités, non plus comme du tout une peur ou comme un frein, mais en fait, juste pour être plus productif, puisque les personnes en face de moi vont davantage pouvoir s'adapter à moi et de fait, moi aussi. C'est très important cette réciprocité et de ne pas mettre une coupure entre les personnes dites valides et en situation de handicap, puisque chacun et chacune a des difficultés, des limites, et donc il nous appartient à tous de travailler intelligemment pour qu'on puisse évoluer tout simplement. C'est quelque chose qui m'anime et c'est aussi pourquoi j'aime tant la communication. Alors j'ai passé les 25 premières années de ma vie à détester la communication. Et là, je me rends compte que communiquer, donc ce que nous faisons notamment aujourd'hui, c'est tout à la fois, c'est intégrer, c'est inspirer, c'est parfois indigner, c'est encourager, motiver, mobiliser. Et donc, ça octroie un pouvoir assez fou et qui peut être très positif. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre bienveillante invitation. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre sur LinkedIn parce qu'il est déjà bien trop tard et j'ai surestimé la capacité de ma vessie à rester intègre. J'ai très envie de faire pipi. Un immense merci, Dylan. Un immense merci pour ces témoignages parce C'est moi. que je pense que on devrait, si vous nous y autorisez, je pense que beaucoup de gens voudraient l'entendre et qu'on puisse le transmettre et le diffuser. On en reparlera, mais je pense qu'en termes de management et en termes de gestion du bien-être au travail, ce que vous venez de dire pourrait apporter à absolument toute entreprise. Donc un immense merci, Dylan, et merci, Maria, de nous avoir mis en lien avec Dylan.
N'hésitez pas à poser vos questions à Merci. Dylan dans le chat, hein. On va clôturer avec l'une des structures phares en termes d'accompagnement des personnes en situation de handicap, qui n'est autre que Cap Emploi. Alors, on est désolé, on a pris un petit peu de retard, hein, mais vous allez clôturer en beauté. Oui, merci Mhm. Alexandra. J'essaie de partager mon Ouais. écran. Euh, Sinon, je peux le faire, hein. J'ai votre support si vous voulez. C'est parfait. c'est bon? C'est parfait. Voilà, parfait. Dylan, merci. C'est une c'est un bel exemple de tout ce que nous pouvons aussi faire au quotidien avec les personnes qu'on accompagne et c'est vraiment très positif. Donc, j'étais ravie de vous écouter. Donc, Cap Emploi. Brièvement, et je termine sur cette note. Cap Emploi a pour mission d'accompagner vers et dans l'emploi les personnes en situation de handicap. Reconnus que nous appellerons les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et les employeurs, mais employeurs au sens large. Alors, attendez, parce que là, du coup, voilà, c'est comme ça. Voilà, au sens large. Donc, quand je dis au sens large, c'est-à-dire les employeurs privés, publics, associatifs, intérimaires, etc., tout employeur. Nous sommes service public de l'emploi. Nous faisons partie du service public de l'emploi comme France Travail et Mission Locale. Donc, nous travaillons ensemble et nous avons 2 axes. Donc, l'axe 1 qui est l'insertion professionnelle et l'axe 2, le maintien dans l'emploi. Donc, je vais vous expliquer brièvement ces 2 axes et n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Donc, sur l'axe 1, c'est l'insertion professionnelle, donc en accompagnement vers l'emploi. Ça veut dire que nous accompagnons les personnes handicapées dans leur parcours sur la base d'un diagnostic de situation, un diagnostic qui va nous emmener soit vers des orientations de projets, d'emploi, d'accompagnement, de mobilisation, d'aide financière, etc. La liste n'est pas exhaustive puisque c'est en fonction de chaque parcours et de chaque besoin relative à des personnes. Nous avons également sur cet axe 1, donc là, ce sont tous nos chargés d'insertion, tous nos chargés, nos conseillers insertion, qui sont chacun dans les agences. Je vais vous l'expliquer juste après. Et le deuxième service sur cet axe 1, c'est également le service aux employeurs. Les employeurs au sens large aussi, en fonction de leurs besoins sur la thématique du handicap. Donc, en fonction aussi des conseils dont ils ont besoin pour mener leur politique handicap, sur des offres à traiter en concertation ici en partenariat avec France Travail et la mission locale, des propositions de profil, des aides techniques, des aides financières, des aménagements de postes, etc. Donc là, c'est vraiment pour tout besoin. Il ne faut pas hésiter à nous interpeller. Comment nous faisons pour accompagner les personnes? Eh bien, dans un premier temps, nous faisons un diagnostic approfondi de la situation et surtout notamment des besoins et des besoins liés à la situation de handicap, de manière à bien comprendre, bien identifier les compétences, qui est la première chose à mettre en valeur, mais aussi s'il y a des besoins particuliers liés à des contraintes physiques ou environnementales. Avec les personnes qui en ont besoin, nous pouvons également élaborer ou valider des projets, les orienter vers des dispositifs qui sont les plus disponibles et surtout utiles à leur parcours, de faire intervenir aussi des prestataires si besoin, des prestataires, puisque nous avons la chance aussi d'avoir autour de nous des spécialistes de chaque typologie de handicap qui nous permettent de nous aider, d'avoir un petit peu plus d'outils et d'informations sur chaque déficience. La recherche de financement sur le droit commun, le droit spécifique, l'accompagnement parfois sur des stages, sur de la formation, et tout ce qui est, si besoin, de la technique de recherche d'emploi. Et plus particulièrement, je l'ai entendu tout à l'heure, comment je parle de ma situation de handicap en entretien. Est-ce que je dis pas, est-ce que je vais effrayer, etc. Donc là, on peut aider aussi les personnes à pouvoir se présenter sans crainte, en rassurant l'employeur. Voilà, donc là, Dylan, vous comprenez pourquoi j'aime beaucoup votre témoignage, parce que ça fait écho à tout ce qu'on peut travailler aussi.
et aussi l'accompagnement dans l'intégration et le suivi du salarié en emploi. Donc là, c'est notre particularité, le suivi dans l'emploi, donc notamment les 6 premiers mois, quand une personne que nous accompagnons signe un emploi, un contrat de travail, nous avons la possibilité d'intervenir en entreprise pour pouvoir sécuriser le parcours. Alors, on ne s'ingère pas non plus, c'est à la demande de l'employeur, à la demande du salarié, si on sent qu'il y a des besoins d'intervention qui pourraient sécuriser le parcours. La petite particularité, c'est que depuis quelques années, donc 2022, nous sommes désormais offre intégrée France Travail. Donc le contexte, c'est que l'État a décidé de créer un lieu unique d'accompagnement qui permet un accompagnement, un service beaucoup plus simple, plus coordonné, au même endroit pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui s'inscrivent, de manière après à être orientées en interne vers le bon dispositif et vers l'accompagnement qui sera le plus pertinent. L'offre de parcours, elle est personnalisée, elle est fluide et elle tire parti alors, de l'expertise de Cap Emploi dans une logique intégrée de service public de l'emploi, mais également dans quand c'est France Travail qui accompagne les personnes, ils font partie de ce qu'on appelle d'une team handicap. Donc le conseiller France Travail en charge de personnes en situation de handicap dans leur accompagnement va travailler de main dans la main avec le conseiller Cap Emploi en agence, de manière à pouvoir, si besoin aussi, faire des appuis ponctuels ou bien avoir un relais en interne. Les modalités de l'offre de services intégrés, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est la présence des conseillers Cap Emploi au sein de chaque agence France Travail. Donc, en ce qui me concerne, donc, c'est les 8 agences de Rouen et de son agglomération. Le temps de présence de nos conseillers chez nous, c'est 3 jours par semaine, donc plus à France Travail que chez nous. Et selon le profil de la personne, du demandeur d'emploi, le référent sera le conseiller France Travail ou Cap Emploi. Tout dépend de l'utilité pour laquelle que nous aurons sur le parcours de la personne. Donc, on sert aussi de coordination et sur un entretien diagnostic, donc d'évaluation sur les besoins de handicap, de santé, de compétences, on pourra identifier la bonne modalité, donc l'un ou l'autre, sachant que c'est pas défini. S'il y a besoin à un moment d'avoir un appui ponctuel de Cap Emploi, mais en restant sur France Travail, c'est possible. C'est vraiment une activité commune. Le service aux employeurs, je vous l'ai dit, en sens large, c'est d'aider les employeurs qui font appel à nous à répondre à leurs obligations d'emploi par la voie du recrutement, d'affirmer également la responsabilité sociale de l'entreprise, vous l'avez dit tout à l'heure, de, si besoin, les aider à définir les fiches de poste en comprenant les contraintes du poste. Parce que souvent, dans les fiches de poste, nous n'avons pas l'environnement de travail. Donc là, on peut aider sur visite de poste à aider à la définition de la fiche un petit peu plus détaillée. Transmettre des profils compatibles au poste proposé. Alors, compatible, ça veut dire que ce sont des offres qui sont transmises dans notre réseau et c'est chaque conseiller qui va orienter le bon profil sur l'offre qui est proposée. Informer, aider, communiquer sur toutes les aides financières de la GFIP, du FIP, de l'EETH, sur le droit commun, tout ce que l'employeur a besoin en fait pour l'aider. Accompagner dans l'intégration et le suivi dans l'emploi, j'en ai parlé tout à l'heure, et de la sensibilisation au handicap. Ça, c'est très important parce que on se rend compte que parfois, pour sécuriser le parcours, il ne faut pas grand-chose. Donc, juste une intervention, une sensibilisation avec l'équipe de travail, avec le manager ou de manière très générale aussi de l'entreprise. Parfois, une sensibilisation à une typologie ou à une situation de handicap particulière permet de conserver l'emploi. J'ai à l'esprit, par exemple, une situation sur une personne atteinte d'épilepsie qui l'avait confiée au sein de son équipe et qui, pour le coup, les collègues avaient peur de travailler avec cette personne et s'est retrouvée complètement isolée. Donc, sur la base d'une sensibilisation auprès de l'équipe de travail, on a pu définir, alors avec accord de la personne, bien évidemment, et animé par la personne, bien évidemment,
on a pu redéfinir ce que c'était que l'épilepsie et la conduite à tenir en cas de crise, ce qui a complètement changé les relations interpersonnelles au sein de l'équipe et ce qui a sécurisé le parcours ensuite. Voilà, petite illustration. Maintenant, je vais vous parler, parce que le temps avance, du maintien dans l'emploi. Donc, jusqu'à maintenant, l'axe 1, je vous parlais des demandeurs d'emploi. Alors, depuis janvier 2025, inscrits à France Travail. Ça, c'est la particularité. Là, je vais vous parler des salariés d'entreprise. Quand on dit axe 2, maintien dans l'emploi, on parle des salariés. Donc, c'est l'accompagnement de tous les salariés, les employeurs et les travailleurs indépendants en vue d'un maintien dans l'emploi. Donc, des personnes qui, sur leur poste, ressentent ou ont une difficulté particulière en lien avec leur situation de santé, leur état de santé, et qui, avec l'employeur, la médecine du travail, le conseiller Cap Emploi et lui-même, vont pouvoir travailler le maintien dans l'emploi. Le but, c'est vraiment de rester dans l'entreprise. Les 4 intervenants pourront, autour de la table, décider des solutions d'adaptation ou de maintien ou de reconversion, mais toujours au sein de l'entreprise. Mais il existe aussi les situations des salariés et des employeurs qui ne veulent pas rester ensemble. Donc là, il y aura forcément une sortie d'emploi. Alors, sortie d'emploi, on peut en avoir deux. Soit la personne va de toute façon aller vers l'inaptitude, une inaptitude avérée. Donc là, on sera orienté donc, sur fiche sur signalement. Alors, également sur le maintien dans l'emploi, tout se passe par une fiche de signalement. On va orienter davantage donc, la personne vers le maintien en emploi. Donc, comme la personne ne va pas rester dans l'entreprise, mais qu'elle va en sortir, donc le travail se fait directement avec la personne et notre conseillère en évolution professionnelle dédiée à cette activité. Et alors, souvent en arrêt maladie, mais pas que, la personne entre le moment où elle ne peut plus tenir son poste ou difficilement et sera licenciée pour inaptitude, va travailler un projet professionnel avec la conseillère, la CEP, pour ne pas, alors d'une, ne pas rester seule, éviter la désinsertion professionnelle et travailler déjà un parcours avant l'inscription à France Travail, qui après sera pris en relais par le collègue en agence, mais qui parfois, du coup, ne s'inscrivent pas à France Travail, et ça, c'est le but. Donc, il y ait vraiment un relais qui est fait sur ce champ-là. Et si la personne n'a pas forcément d'inaptitude, mais que sa situation de santé est fragile sur le poste, soit une évolution professionnelle, là, à l'identique, ce sera le service, donc axe 2, mais maintien en emploi. Donc la différence, la distinction, c'est bien celle-là. C'est je reste dans l'entreprise, c'est le maintien dans l'emploi. Je vais sortir de l'entreprise à un moment ou un autre, je ne sais pas quand, ce sera le maintien en emploi. Mais dans tous les cas, les salariés ne restent pas seuls en attendant la sortie. J'ai fait vite. Mais c'était complet. Merci beaucoup. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, hein. Alors, soit là dans le chat, soit plus tard, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées et donc n'hésitez pas à nous envoyer les questions plus tard, on les rebasculera évidemment. Dylan, oui, je vous en prie. C'est une salutation pour Cap Emploi, puisque j'ai été accompagné par Karine Frette il y a de cela presque 10 ans et qui m'avait beaucoup aidé. Elle m'avait donné des clés pour me vendre et je n'ai pas oublié ce petit coup de main du destin. Merci. Parfait. Merci Alexandra, je crois que vous vouliez que je parle du DEA rapidement. Peut-être, oui, ce serait une bonne idée, je pense, pour compléter ce qui a été dit. Ouais. Surtout pour rebondir sur ce que Madame Livorel a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, effectivement, le dispositif emploi accompagné, alors maintenant plateforme emploi accompagné, il est possible d'y accéder par 2 volets. Et c'est vrai que le premier volet, bon, bah voilà, c'est la demande à la MDPH, puisque c'est sur notification MDPH, cet accompagnement. Mais il faut savoir que, par exemple, nous, alors je ne sais pas si c'est régional ou pas, mais en tout cas, nous, avec la coordinatrice DEA du secteur, nous organisons des commissions SPE-DEA qui permettent aux conseillers Cap Emploi de présenter directement le dossier à la coordinatrice DEA pour faire un point et décider et surtout évoquer la possibilité d'entrer en DEA. Et après, le chemin se fait directement avec la MDPH, mais sans passer par la voie MDPH et les délais de traitement qu'on connaît pour ce type de dossier. Donc là, sachez, alors les personnes qui m'écoutent encore,
que des commissions SPE, DEA sont possibles et pour le coup diminuent les délais de traitement et les entrées en DEA si besoin. Et là, il faut passer par le conseiller référent du Non, mais SPE. c'était important hein, que vous précisiez parce que ça permet de gagner du temps. Tout à fait. Exactement. Ben, merci beaucoup. De toute façon, le support et le replay vont être envoyés à toutes les personnes qui étaient inscrites. Donc, tout le monde va pouvoir avoir cette info jusqu'au bout, jusqu'à cette dernière info qui était importante. Je pense que Maria se joint à moi pour un très profond remerciement à tous les contributeurs et à tous les participants. Les échanges ont été riches, les infos ont été riches également et c'était très important pour nous de mettre à l'honneur tous ces acteurs qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap. Et donc un immense merci à vous tous et vous toutes. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à toi, Alexandra, parce qu'on a l'habitude de construire des actions qui mêlent à chaque fois orientation et inclusion. Les témoignages étaient super, les interventions aussi. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour donner vos retours et nous faire part de vos besoins s'il y a des sujets qui vous intéressent pour les prochaines actions. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, bonne Merci. continuation. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alexandra, Oui, du coup, par rapport à l'enregistrement, est-ce que c'est toi qui l'as lancé? oui, je l'ai lancé d'ailleurs. Hop, je Ok, l'arrête. super, ce que je me disais, c'est bizarre. En fait, j'arrivais pas à Oui. le lancer parce